les terriens. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, non. J'ai appris que François Hollande voulait donner du sens à la rigueur. Je crois que je commence à regretter l'époque où il faisait des blagues. Ce soir en P1, nous accueillerons Chantal Thomas. Chantal Thomas, bonsoir. Vous êtes créatrice de mode, mondialement célèbre pour votre lingerie de luxe. On vous surnomme la papesse des dessous chics. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi une femme est-elle beaucoup plus excitante en lingerie Chantal Thomas que toute nue? Alors d'abord, parce que quand personne ne le sait, qu'elle porte de la lingerie dessous, elle se sent plus belle. Ouais. Et puis quand elle se déshabille, elle se sent encore plus belle, évidemment. Voilà. C'était la réponse. En P2, nous accueillerons Benoît Apparu. Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement, qui nous confirmera qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, le seul truc que les Français peuvent encore se payer, ce sont les numéros spéciaux du Point et de l'Express. Toujours en P2, nous accueillerons Laurent Baffy. Laurent Baffy, viré d'Europe 1. Quand Michel Drucker est revenu, il n'y avait pas de place pour deux provocateurs sur la même antenne. Laurent Baffy nous parlera des bonobos, sa pièce qui cartonne actuellement au Palais Royal. Enfin, en P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Frédéric Matouis, pour son livre « Il y avait un monstre en moi », publié chez Michalon, où il raconte pourquoi et comment il a battu sa compagne pendant 10 ans. Quelle horreur. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe Les Gréments de Fortune. Chantal Thomas, rebonsoir. Vous avez des fans en tous les cas. Vous avez réhabilité le soutien-gorge, la guêpière, le porte-jartel et même les bas en dentelle. Vous savez qu'en disant cette phrase, j'ai déjà un début d'érection. Aujourd'hui, donc, dans la P1 de SLT, nous parlerons culotte, string, corset et caraco. Ça nous changera de la dette. Alors, on va parler de vous d'abord. Vous êtes né le 5 septembre 1947 à Malakoff. Ouais. Sous le nom de Chantal Gentil. Père ingénieur, mère ancienne couturière d'usine. Vous êtes fille unique, famille classique. Hein. Vous dites, d'ailleurs, très vite, à 11 ans, je me suis dit, il faut changer de milieu, quitter ce monde petit bourgeois très ennuyeux. Et oui. Rien ne me plaisait vraiment dans la vie que j'avais. Enfin bon, j'avais une vie normale. Voilà. J'avais pas envie d'une vie normale. Dès 14 ans, la mode vous passionne. Vous êtes élève dans un collège religieux. Mais vous customisez votre uniforme, vous faites quoi? Bon, c'était la jupe plissée, les chaussettes blanches, donc je m'étais fait faire par maman une jupe culotte, par exemple. Oui, et avec des petits gilets sur lesquels je mettais des boutons rouges. Je mettais des bas au-dessus du genou au lieu de les mettre la chaussette sous le genou. Ce genre de choses qui déplaisaient profondément aux religieuses. D'ailleurs, vous passez plus de temps devant les vitrines de Saint-Germain-des-Prés que sur les bancs de l'école. Vous dites, je me trouvais pas jolie. Issu d'un milieu modeste, je voulais devenir quelqu'un. J'ai toujours cherché à attirer l'attention. Oui, je pense que c'est pour ça, sans doute, que j'ai commencé très vite à m'habiller différemment. Ouais. Alors, vous arrêtez vos études en seconde et vous commencez à acheter du tissu au marché Saint-Pierre. C'est l'époque où vous rencontrez votre futur mari, Bruce Thomas. Alors, c'est lui qui va peindre le tissu des robes que vous dessinez et que votre mère coud ensuite. Il peignait quoi, Bruce, sur ses robes? C'était des motifs plutôt très, je dirais, années 70, géométriques, multicolores. Pas du tout comme maintenant, hein, très bariolés. Tout le monde trouvait que c'était génial ce que je portais, que c'était amusant. C'était le but, hein, de toute façon, c'était me faire remarquer. Alors, votre premier succès, c'est quand vous vous pointez chez Dorothée Bis, boutique très célèbre à l'époque, avec une robe dans un panier, et Jacqueline Jacobson, la patronne, vous dit « Faites-m'en 3 ». Absolument, oui. Un événement, ça, dans une vie. Oui, et puis il fallait que j'ose quand même. J'étais quand même timide en même temps. Alors, durant l'été 1966, vous n'avez pas encore 19 ans, vous filez avec Bruce à Saint-Tropez, vous louez une chambre de bonne et vous vous présentez au Café des Arts, célèbre endroit, chez Jean-Marie Rivière. Il vous prend 3 robes et il dit « Je vous rappelle ». Quand il vous rappelle, il vous dit « J'en ai vendu une à Brigitte Bardot et une à Michel Mercier ». Et surtout, il me dit « Faites-m'en 20 ». Ouais. Et là, ça commence à devenir compliqué quand même, parce que ma mère pouvait faire 3 robes, mais elle ne pouvait pas en faire 20.
Donc j'ai trouvé des petites couturières, on a fait faire les robes et on a passé 2 mois à Saint-Tropez. Très agréable. Et on faisait des défilés tous les soirs, c'était très amusant. Alors vous mariez en 67, ça va durer 25 ans quand même. Quand même, hein, oui. Pas mal. Pas mal. Là, vous créez votre société Térébenthine, que vous installez dans le garage de vos parents à Montfort-l'Amaury. En 1970, il y a un défilé spectacle mémorable à la salle Wagram, sur un ring de boxe. Et là, vous présentez des culottes en tartan et des soutiens-gorge piqués d'un cœur sur la pointe du bonnet. J'ai même pas gardé ces modèles. C'était les premiers sous-vêtements que j'ai pu créer à l'époque. Mais c'était très spectaculaire, le défilé, en fait. Mais c'était aussi très nouveau et très artisanal. Alors, au départ, la lingerie, vous servez d'accessoire. Vous l'achetiez à Pigalle. Oui, en fait, il n'y avait pas de lingerie féminine et sexy à l'époque, puisqu'on avait, les féministes avaient brûlé les soutiens-gorge, et les filles de ma génération ne portaient pas de soutien-gorge. Même pas de culotte, elles portaient des collants, en fait. On portait des collants, puisqu'on n'avait pas non plus connu les porte-jartelles. On était arrivés juste après. Donc, c'est vrai que j'ai eu envie de recréer cette féminité que je voyais dans les films, que je voyais dans les vieux magazines. Films de Garbeau des années 30, oui, 40. Absolument. Et que quand j'ai voulu faire de la lingerie, la seule lingerie sexy qui existait, c'était à Pigalle, et c'était très cheap. Et j'ai cherché un petit fabricant qui me fabrique dans des jolies matières de la lingerie à l'ancienne, au tout début. Voilà. Et puis ça a été un succès immédiat. Mais elles vous en voulaient, les féministes, à l'époque de... Pas tant que ça. J'ai pas eu trop de problèmes avec les féministes à cette époque-là. J'en ai eu plus tard. Alors, en 75, vous baptisez votre entreprise de votre nom, Chantal Thomas. En 76, vous ouvrez votre première boutique et vous sortez votre première collection de lingerie. Ouais. Évidemment, le clou du truc, c'est le porte-jartel. Au sujet du porte-jartel, vous dites, c'est l'accessoire de séduction par excellence, parce qu'on ne le montre qu'à une seule personne. Quand on enfile un porte-jartel, on se sent sexy, la démarche change, on ne s'assied pas de la même façon, on ne sort pas d'une voiture de la même façon. Quand on le porte, c'est évidemment dans un but précis. C'est vrai que, vu la vie actuelle des femmes, on porte rarement un porte-jartel et des bas dans la journée, le matin, quand on est pressé, c'est pas facile. Donc on les met plutôt le soir et plutôt, effectivement, dans un but précis, oui. C'est pas un porte-jartel, là, quand même. Non. Alors, pour parachever votre démarche, vous créez un personnage qui va devenir le logo de votre marque, la coupe Louise Brooks, la peau un peu laiteuse, la bouche carmin, et vous êtes toujours habillée en noir. Hein. Petit à petit, je me suis habillée de plus en plus en noir, alors que je m'habillais beaucoup en couleur. Il y a des photos de moi très colorées. Et puis, je pense qu'aussi, à ce moment-là, il y a eu la mode des Japonais qui est arrivée dans les années 80, qui a amené cette vague de noir. Et puis, j'ai trouvé ça très pratique, parce qu'en général, avant, je passais un quart d'heure le matin à décider si je mettais les chaussures jaunes, les chaussures rouges, les chaussures vertes. C'était compliqué. Alors que là, maintenant, c'est facile. C'est pas moi qui vous dirais le contraire. Eh oui. Ça marche très bien, non? Oui, ça marche bien. Oui, le diable s'habille en Prada, mais il a dû acheter quelques trucs pour ses copines, non, quand même. Alors, vous publiez aux éditions du Chêne Mon carnet d'adresses. Alors, ce sont des adresses de mode, de déco, de resto, d'hôtel, de brocante, d'art de vivre. Mais vous n'avez pas mis les adresses de vos mannequins, c'est un oubli? Non, mais j'ai mis les endroits où on pouvait rencontrer des mannequins. Oui, c'est fait sous forme d'abécédaire. À Paris, beaucoup à Paris, mais aussi en province, aussi à l'étranger. Donc, par exemple, le W, c'est week-end. Donc, c'est un week-end à Venise. Il y a des boutiques, mais il y a surtout beaucoup de restaurants, de salons de thé, de cinéma. La pagode, En général, ce sont des beaux endroits. Oui, justement, pour aller dans ces endroits-là, il faut quand même avoir une marque de lingerie féminine qui se vend dans le monde entier, quand même. Alors, il n'y a pas que des endroits hors de prix, il y en a, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des blogs, par exemple. Il y a aussi des sites Internet sur lesquels on peut trouver des choses qu'on ne trouve pas en France. Alors, dernière question. Vous êtes sans doute aujourd'hui la plus grande créatrice de lingerie féminine au monde. Ça vous fait quoi d'avoir vu plus de seins dans votre vie que Dominique Strauss-Kahn? Nous sommes toujours en compagnie de Chantal Thomas. Et nous accueillons Benoît Apparu et Laurent Baffy. Benoît Apparu, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 41 ans. Exact. Vous n'êtes pas marié. Non. Vous n'avez pas d'enfant. Non.
Vous vivez seul dans un 35 mètres carrés dans le 11e. J'ai une terrasse quand même. Ouais. Avec maman dans un très vieil appartement. Non, pas jusque-là. Vous avez déjà pensé à vous inscrire à videmerde.fr? Non, j'ai une très belle vie, donc je suis heureux, ça va. Non, mais un secrétaire d'État au logement qui vit dans un 35 mètres carrés dans le 11e, c'est bien la preuve qu'il y a un problème de logement, quand même. Bah non, j'ai acheté un 2 pièces à la hauteur des moyens qui sont les miens sur Paris. Et voilà, ouais. Faut dire qu'aujourd'hui, le critère pour avoir le droit de louer un appartement, c'est d'avoir les moyens de l'acheter. Hein. C'est pas mal. Bon, on est arrivé au stade où pour être SDF dans les rues de Paris, il faut montrer des fiches de paye maintenant. Il y a 250 000 SDF en France. Il avait dit qu'il n'y en aurait plus dans 2 ans. Ah ouais, je sais. Ça fait quand même une grande ville en carton. Hein. Quoi? Le chiffre, je suis pas convaincu, là. Hein. Ah ouais? Non. C'est plus. Heureusement que non. Dernier chiffre que nous avons à peu près validé par tout le monde, c'est 113 000. Ouais. Ah oui, ce qui est déjà beaucoup trop. Bon, ben Benoît, là, ça va être moins rigolo pour vous. Le mardi 1er novembre, une SDF a accouché sur un trottoir en plein Paris et le bébé est mort. Le maire Bertrand Delanoë a déclaré « L'été dernier, le gouvernement a supprimé des crédits du SAMU social. C'est sa responsabilité. » Et le président du groupe PCF-PG au Conseil de Paris a déclaré « Benoît Apparu doit être tenu responsable de la situation de cette femme et de la mort de son enfant. » Qu'est-vous répondre à ça? De toute façon, quand vous avez malheureusement une femme qui accouche dans la rue, c'est déjà une faute collective. L'État, les associations, la ville de Paris, peu importe qui c'est d'ailleurs, mais c'est une faute collective. Alors, il faut nuancer un tout petit peu les choses. Le bébé était mort-né, malheureusement. La femme n'avait pas fait de demande d'hébergement. Elle était suivie par 2 hôpitaux, mais elle ne voulait pas aller dans un hôpital parce qu'elle avait déjà accouché 2 fois et ses 2 enfants lui avaient été retirés parce qu'elle était, entre guillemets, sous crack, elle et son compagnon. En tout état de cause, il y a juste un message. C'est peut-être pas nécessaire, sur la mort d'un enfant, de faire de la politique dite politicienne. Je suis pas sûr que ce soit judicieux. Ils se sont prononcés avec des communiqués de presse dans les 12 heures, sans avoir l'ombre du début du résultat de l'enquête. Depuis, c'est drôle, ils se sont tus sur le sujet. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez réduit les moyens du SAMU social? C'est la 2e erreur. Non, c'est faux. Qu'est-ce qu'on a décidé? On a dit cet été au SAMU social, voilà. Vous avez en ce moment, grosso modo, 12 000 chambres d'hôtel que vous louez tous les soirs pour les sans-abri. Ce qu'on se propose, c'est de supprimer 4 500 chambres d'hôtel et de les remplacer par 4 500 logements. Parce qu'en moyenne, les sans-abri qui vivent à l'hôtel, payés entre guillemets par l'État, ils y passent 18 mois. Ils y passeraient 5 ou 6 nuits comme une espèce de sas transitoire. Et ensuite, on les accompagnerait vers le logement, ça m'irait très bien. Mais passer 18 mois dans une chambre d'hôtel, je ne vois pas l'intérêt. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'on n'a évidemment pas réduit les budgets du SAMU social, que ce budget du SAMU social de Paris, il a doublé depuis 2007, et qu'il y a plus 20 millions d'euros cette année par rapport à l'année dernière. Donc là encore, ils ont parlé un peu trop vite, ils ont dit un peu n'importe quoi, comme ça les arrange. Vous me direz, c'est de bonne guerre, la présidentielle arrive. Au demeurant, là encore, sur le dos des sans-abri, je trouve pas ça très sain. Alors, le collectif Mort de la rue indique avoir compté 280 décès depuis le début de l'année 2011. Vous êtes au courant? Bien sûr. Nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, au-delà de ces situations individuelles qui sont dramatiques, c'est de se dire qu'il faut qu'on change totalement de stratégie et d'approche. En 2009, quand vous téléphoniez au 115, on vous répondait « Désolé, pas de place ». La visibilité du 115 sur les places de Paris, c'était 30%. Autrement dit, on vous répondait non, sans savoir s'il y avait des places dans 70% des centres d'hébergement. Donc il fallait qu'on remette en place une coordination complète de toutes les associations, on l'a fait. Et maintenant, on a changé complètement de stratégie en se disant que ce qu'on appelle la théorie de l'escalier dans le jargon de ces politiques publiques, c'est-à-dire en gros, je prends quelqu'un de la rue, je la mets dans un centre d'hébergement, dans un 2e, dans un 3e, puis dans un logement adapté, puis dans un logement définitif. Il fallait chanter toutes ces étapes intermédiaires, faire comme ont fait tous les pays qui ont réussi à éradiquer le sans-abrisme, à sortir tous les gens de la rue, ce que Londres a réussi par exemple à faire, ce que New York a réussi à faire, c'est-à-dire chanter toutes les étapes intermédiaires et conduire le plus rapidement possible les gens, les sans-abri, vers des logements. C'est ça le nouveau schéma qu'on a mis en place en accord avec toutes les assos. C'est terrible le logement en France aujourd'hui. Hein. Avec son CDD de président de la République là, qui prend fin bientôt, une femme au chômage qui a juste une formation de chanteuse, 4 enfants, dont un bébé, est-ce que vous croyez que Sarkozy pourra avoir accès au logement social? A priori, non, ces plafonds de revenus ne lui permettraient pas d'y rentrer. Laurent Baffie, rebonsoir. Rebonsoir.
Alors, on se rappelle que la dernière fois que tu es venu dans cette émission, tu disais « Ça va très bien sur Europe 1, je suis très heureux, Oui. Ils m'ont toujours pas viré, j'arrive à faire de la radio libre sur Europe 1, c'est fou. » Le lendemain de la diffusion de l'émission, on apprenait que tu étais lourdet, dis donc. Tu avais fait une vanne sur la compagne d'Arnaud Lagardère. Non. Non. J'ai jamais attaqué Non. cette pouffe. Non. T'avais écrit quand même sur le studio « I fuck Lagardère », elle était jalouse. Oui, c'était de la déco. Ouais. Non, tu me portes la poisse, Thierry, tout simplement. Tu me portes la poisse et demain, je ne sais pas ce qui va me tomber sur la gueule. Et pourquoi ? Mais c'est pas grave. Je continue l'émission et je suis Sur Rire et Chanson, mesdames, messieurs, ça se passe voilà. très bien. C'est la même émission. Les gens Ouais. qui étaient en deuil de cette émission l'ont retrouvée très vite, donc tout va bien. T'as rien changé. Rien du tout, pas une virgule. Ah si, quand même, c'est plus Julie. Non. Bah, je pouvais pas déplacer Julie, elle était vissée au fauteuil d'Europe 1 Ouais. depuis C'est 47 Maryse. ans. Non, non, il y a une tournante. Et c'est Muriel Cousin en ce moment. Ah mais c'est bien, dis donc. Très bien, parfait. Et le théâtre, alors, ça va? Ça va très bien. Au Palais Royal, ma maison. Ouais. Les bonobos, tu es venu, Oui, j'y suis allé. Tu Je me as suis ri? marré. Oui, je dois dire, je me suis marré. tu as beaucoup ri Oui. et tu as même pleuré à la fin. J'ai pleuré parce qu'à la fin, il y a une... Il faut pas dire. Ah bah non, je dis pas, mais il y a un truc qui te Ah, choque. de nous mots. Ouais, d'accord. Tu veux que je fasse le pitch? Ouais. Alors, c'est 3 handicapés. Il y a un sourd, un aveugle, un muet qui en ont marre de l'amour tarifé. Ils veulent séduire, vraiment. Lequel est directeur du FMI? Bonne vanne. Bravo Thierry. Et Laurent joue le muet. Alors évidemment, Laurent Baffy qui fait le muet, c'est le rêve de tout invité, de Tout le monde en parle, évidemment. Oui, les gens comprennent pas trop au début, mais je vais quand même arriver à parler avec des Ouais, subterfuges. ouais. Non, c'est très drôle. T'as combien de rires à la minute? Là, on compte pas la minute, mais on tourne autour de 350 rires, là. C'est bien, parce qu'il compte. Il a quelqu'un qui compte les rires. Ah non, c'est très sérieux l'humour, très sérieux. Ouais. T'es un staccanoviste de l'humour, Laurent. Puis ça me rassure de savoir si ça roule, et puis quand on perd parfois des rires, ça permet de resserrer des boulons, puis je fais les fiches de lecture, toujours. À la sortie de la pièce, les gens remplissent une fiche, ce que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé, ça me permet de travailler en permanence. Alors ça faisait longtemps que tu voulais traiter du handicap. Tu milites pour Andy Chien. On dit chien, J'accède, j'accède, oui, pas mal d'assos. Et cet intérêt que tu as pour le handicap, ça remonte à un copain de plage qui avait la polio. Ouais, ça m'avait donné une approche du handicap, de la différence, et puis du fait aussi que ces gens-là étaient souvent pas calculés, pas intégrés. Ouais. Dans les sociétés, il y a un quota, mais qui n'est pas respecté. Hein. Ouais. C'est comme les logements sociaux à Neuilly, hein, il y a pas de... Les gens préfèrent payer des amendes, mais voilà. Cela dit, je dis ça... Et le théâtre dans lequel je travaille est classé monument historique, il n'est pas accessible au fauteuil. Donc là, il y a une grosse contradiction. Ouais. Alors, Laurent Baffy, donc les bonobos au Palais Royal. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que tu as eu un Molière en Espagne. Oui, Ouais, enfin, l'équivalent d'un Molière. pour Toc Toc, bah déjà en Argentine, c'est un phénomène social, parce qu'il y a plus de psy au mètre carré que de boulanger en Argentine. Ouais. L'Espagne, c'est la 4e année. Il y a la Colombie qui a démarré. Oui, c'est un phénomène social en Amérique du Sud. Nul n'est prophète en son pays. Et voilà. Et comme tu prends pas l'avion, tu peux pas y aller. Non, j'y vais pas, mais je contribue au rayonnement culturel de la France à l'étranger. C'est beau. Et voilà, j'attends ma médaille toujours. Benoît, si tu peux faire quelque chose. On va se débrouiller, c'est bon. Ouais. Hein, vite, mène-toi le cul, parce que je voudrais que ma mère voie ça. Un big up. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Thierry Pêche, directeur de la rédaction d'Alternative économique, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. En 2012, on aura le choix entre à ma droite la rigueur et à ma gauche, la rigueur aussi. Alors attention, la rigueur de droite et la rigueur de gauche, est-ce que c'est vraiment pareil? Rigueur. Qu'est-ce que la rigueur? D'un côté, François Hollande, le député de Corrèze, a refusé de voter la règle d'or. Je suis président, mais du Conseil général de la Corrèze, je fais mon travail aussi de ce côté-là. Mais de l'autre, François Hollande, le futur président, promet d'inscrire cette règle d'or dans la loi de finances publiques en 2012. Chaque chose en son temps. Alors bien sûr, histoire de se démarquer de la concurrence, Hollande a accusé le plan d'austérité Fillon d'être Incohérent, injuste et inconséquent, parce que nous allons avoir une baisse de la croissance. Quand le gouvernement a baissé la TVA sur la restauration, le PS était contre. Et maintenant qu'il remonte cette TVA, eh bien le PS est toujours contre. L'opposition s'oppose, ok, mais qu'est-ce qu'elle propose? Eh ben d'être encore plus rigoureuse.
Jérôme Cahuzac, le spécialiste des finances chez Hollande, réclame au gouvernement quelques milliards d'économies en plus. L'abrogation du paquet fiscal permettra de dégager entre 9 et 10 milliards d'euros et rétablira de surcroît la justice fiscale, ce qui est probablement tout à fait nécessaire dans notre pays. Alors qui sait, pour une fois, la campagne de 2012 ne sera peut-être pas celle des belles promesses. Aujourd'hui, la lutte contre l'endettement est considérée comme la priorité pour un tiers des Français devant le pouvoir d'achat et l'emploi. À gauche, on n'aime pas couper dans les dépenses. À droite, on n'aime pas augmenter les impôts. Mais est-ce vraiment si différent? Est-ce que notre vie va changer si François Hollande est élu? Pas vraiment. Mais au moins, ça nous changera un peu de Sarkozy. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grap. Thierry Pêche, bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction d'Alternative économique. Bienvenue. Alors, François Fillon a présenté son nouveau plan de rigueur. Je sais pas vous, mais moi, j'étais assez déçu parce qu'il n'y avait rien sur les chocs à pic cette fois. L'autre fois, il y avait le Coca-Cola. Bon, c'était marrant, mais bon. Thierry, vous avez publié aux éditions du Seuil Le temps des riches, où vous expliquez que depuis 2008, on observe en France un incroyable accroissement au profit des super riches. 0,01% de la population dont le revenu mensuel dépasse 82 000 euros par mois. Non, bah non. Non, pas moi, non. Thierry, si tu cumules tout, t'en fais partie. Non, pas T'es du blindé, Thierry. tout. Ah, t'es canard. Ah, tu veux pas le dire par rapport au fisc? Ah, d'accord. 82 000 euros Non, mais par t'es mois. blindé. Tu savais qu'en France, il y a 2,2 millions de millionnaires, c'est-à-dire qu'on est le 3e pays au nombre de millionnaires après les USA et le Japon. Non. Millionnaires en dollars. Alors, il y a qui? Il y a des héritiers, des patrons, des artistes, des sportifs. Beaucoup de finances. Pour vous, il faut les punir fiscalement, quoi. Les punir, non, mais les contraindre à participer à hauteur de leurs moyens, oui, bien Ouais. sûr. Pourquoi cette tolérance, en fait? Cette tolérance, elle s'est accrue. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que souvent, on raconte l'histoire de cet enrichissement comme une espèce de hold-up de quelques milliers de personnes qui seraient emparées de richesses considérables. En réalité, la société a plutôt consenti à ça. Elle a consenti parce que se développait en même temps un esprit, un imaginaire de la concurrence, de la compétition. Ouais. Et les mêmes aujourd'hui, d'ailleurs, qui critiquent les super riches, et qui les critiquent, à mon avis, légitimement, rentrent chez eux le soir et enseigner la compétition, la concurrence à leurs enfants. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un imaginaire de la compétition et un imaginaire de la solidarité qui sont en fait antinomiques. Oui, et qui sont en chacun de nous, en fait. Absolument. C'est-à-dire que finalement, les gens, ça les révolte, mais en même temps, ils aimeraient bien en être, quoi. Bien sûr qu'ils aimeraient bien en être. Ouais. C'est pour ça qu'on vend de la presse people, c'est pour Ouais. ça qu'on aime aussi s'intéresser à la vie des grands et des riches de ce monde. Tout ça marche depuis la nuit des temps et ça continue à marcher. D'autre part, les grandes réformes fiscales qui ont consisté depuis 15 ans quand même à relâcher le frein fiscal, c'est-à-dire à baisser la pression fiscale sur les plus riches, elles n'ont pas été votées en catimini à l'insu des citoyens. Il y a même des présidents qui ont été élus sur ce programme-là. Alors vous êtes dans la solidarité ou dans la compétition, Chantal? Dans les deux? Ouais, comme tout le monde. Ah, bon. Ouais, ouais. Moi, je serais plutôt quand même dans la solidarité, parce que je suis assez convaincu que des gens qui, effectivement, ont ces revenus-là doivent participer beaucoup plus que les autres. Ça ne me choque pas que quelqu'un qui gagne 83 000 euros soit plus taxé que les autres. Avec une petite nuance quand même. Il faut juste faire attention, en termes d'efficacité, à être sûr que ce soit nous qui les taxions. Parce que s'ils partent ailleurs, les impôts, ils ne seront pas pour nous, ils seront pour d'autres. Il faut juste trouver le petit équilibre pour éviter qu'ils partent ailleurs. Oui. En réalité, ils ne partent pas ailleurs. C'est une légende. Ce qu'on sait sur l'année 2010, par exemple, c'est que 0,12% des assujettis à l'ISF ont quitté le territoire français. C'est très peu. C'est en tout cas très loin d'être une hémorragie. On raconte beaucoup cette fable aussi pour taxer moins, etc. Les lobbies sont très forts pour raconter cette histoire. Je crois qu'il ne faut pas y croire. Il y a eu qui? Il y a eu Delon. Mimi Mati a payé une demi-part. T'en fais pas, Thierry, continue. D'autre part, si on pense vraiment à ce qu'a dit Benoît Apparu, je pense qu'il faut être conséquent. Et à ce moment-là, il ne fallait pas faire le bouclier fiscal, il ne fallait pas faire la réforme de l'ISF du printemps dernier, il ne fallait pas faire tout ça. Voilà. Alors, il y a rigueur de droite et rigueur de gauche. Évidemment, ce n'est pas les mêmes qui payent dans ces cas-là. Alors, on va prendre tous les points. D'abord, la solution Fillon, et ensuite les solutions que vous évoquez, Thierry. Alors, la TVA à 7%, bon là, tout le monde paye finalement, c'est-à-dire même les gens qui n'ont pas de blé, c'est pas très bien. Ouais.
Tout le monde paye, et c'est la raison pour laquelle on a dit que les produits de première nécessité, par exemple l'alimentation, ne monteraient pas à 7, mais resteraient à 5,5 pour qu'on soit justement le plus juste possible. Bon, après, il y a le gel des allocations. Alors là, on va serrer la vis aux assistés du système pour récolter 400 millions d'euros. C'est peanut, quoi. Je rappelle quand même un détail. Dans quasiment tous les pays d'Europe, tout est gelé aujourd'hui. Tout est gelé. Nous, on continuera à augmenter à hauteur, en gros, de la richesse que l'on crée. C'est-à-dire, on a 1 point de croissance, on augmente les prestations de 1 point. Je rappellerai juste que ça va toucher des trucs comme l'allocation de rentrée. Bon. Les gens qui touchent ça sont les plus faibles, bien sûr, les plus modestes, hein, naturellement. On va demander à ces gens-là un effort cumulé de 400 millions d'euros. Ça n'est pas plus que ce qu'on a demandé avec la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus dans le précédent plan Fillon, qui doit rapporter 400 millions d'euros. Donc, on peut dire que c'est la même chose, c'est très bien. Le problème, c'est que l'égalité fiscale, c'est l'égalité de sacrifice. C'est pas l'égalité arithmétique. 4 euros pour quelqu'un de pauvre, c'est quelque chose. 4 euros pour quelqu'un de riche, c'est rien. Alors, il y a les 5% d'impôts sur les sociétés dont le chiffre d'affaires fait plus de 250 millions d'euros, mais ceux-là, ils ont les paradis fiscaux. Non, parce qu'il y a quand même un certain nombre qui payent des impôts en France, heureusement d'ailleurs. Là encore, mesure de justice. Les plus grosses sociétés, notamment ces 40, qui réalisent des bénéfices confortables, on leur parlera 5% de plus. Il faudrait nuancer quand même. Les sociétés du CAC 40, qui sont les plus grosses sociétés françaises, elles payent 8% d'impôts sur les sociétés. C'est pas 5% en plus, c'est 5% sur le taux. C'est plus 5% sur 8%, je suis désolé d'être un peu technique, ça fait 8,4 à l'arrivée, ça fait pas 13. Donc c'est pas un bond formidable en avant. Et c'est vrai que ces sociétés, même si elles payent une partie de leurs impôts en France, font beaucoup d'optimisation fiscale pour déclarer un certain nombre de revenus à l'étranger, dans des paradis fiscaux. C'est un secret pour personne. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place, notamment ce qu'on appelle, c'est un peu technique, la niche mère-fille. La niche mère-fille, c'est un manque à gagner de 30 milliards d'euros pour l'État par an. Bon. Donc, ces sociétés du CAC 40 qu'on va taxer un peu plus peuvent probablement donner encore un peu plus. Alors, on va voir les solutions de Thierry Pech. Donc, vous, déjà, il y a l'ISF. L'ISF, on l'a descendu de 4 milliards à 2 milliards. Vous vous dites qu'il faudrait le remonter à 4 milliards, déjà. En gros, avant, l'ISF, il se déclenchait à partir de 790 000 euros de patrimoine. C'est pas des petits patrimoines, tout de même. Aujourd'hui, il va se déclencher à partir de 1 300 000 euros. Bon. Les taux ont été révisés à la baisse. Au total, on a fait un cadeau de 2 milliards d'euros aux plus riches. Je pense que contrairement à tout ce qu'on dit en ce moment, quitte à choquer, puisque c'est devenu une espèce de truc pavlovien qu'on répète sans cesse, je pense que c'est un impôt très moderne, l'ISF. Parce que ce n'est pas un impôt qui pèse sur le travail, sur les revenus d'activité. C'est un impôt qui pèse sur le patrimoine. Le taux ne peut pas être très élevé, ça c'est sûr. Parce qu'il y a bien sûr du patrimoine qui produit peu de revenus et on finirait par demander aux gens finalement de vendre ce qu'ils possèdent. Mais ça arrive, hein. Il y a plein d'agriculteurs dans l'île de Ré. Non, il n'y a pas plein. Il y a une veuve dans l'île de Ré. Non, il n'y en a pas une veuve, non. C'est l'histoire de la veuve de l'île de Ré, je suis navré. La veuve de l'île de Ré. Quand j'entends ça, ça me scandalise. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, pourquoi est-ce qu'on a voulu passer de 790 000 euros de taxation à 1,3 million ? Tout simplement parce que des gens qui ont acheté un appart à Paris il y a 20 ans, et là, il n'y en a pas qu'un, le seul fait de détenir un appart de 4 pièces à Paris, hop, je paye l'ISF. Donc on s'est dit, ceux-là, on les exonère parce qu'ils n'ont pas un capital, entre guillemets, lourd, important, sur lequel qu'on doit taxer. Premier élément. Mais ce qu'il oublie surtout de dire, petite nuance, c'est qu'effectivement, on est passé de 4 milliards à 2 milliards, c'est vrai. Sauf que les 2 milliards manquants, on les a pris sur les droits de succession des 5% qui ont les plus grosses successions. C'est-à-dire à peu près les mêmes personnes, mais on ne taxe pas la même chose. Donc c'est faux de dire qu'on a baissé de 2 milliards l'impôt des riches, mais on taxe de façon différente. Non, je maintiens. Les résidences principales sont taxées, l'ISF ? Non. Bon, il y a aussi des abattements, vous savez, par personne, nombreux. Vous les avez même relevés. Donc au total, quand vous possédez à Paris et que vous n'avez que ça, un appartement qui vaut 790 000 euros, vous n'êtes pas menacé par l'ISF. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est pas le sujet. Si, c'est ce que la vous question. avez dit. Non, mais c'est bien ce que j'ai dit, et je confirme ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'on ne peut pas dire qu'on a fait un cadeau de 2 milliards aux riches, dès lors qu'on leur a repris la même somme de l'autre côté. C'est juste ça. Vous proposez un truc qui va faire un scandale, c'est d'imposer les retraités. Et on n'ose pas les imposer, parce que déjà Sarkozy, 75% des retraités votent pour lui. Ils sont déjà imposés, les retraités. Ils sont déjà imposés, les retraités. Donc ça, c'est pas une proposition très novatrice. Ce qui serait novateur, me semble-t-il, c'est de supprimer l'abattement de 10% d'impôt sur le revenu pour frais professionnels. Il me semble que quand on est à la retraite, on a peu de frais professionnels. Cet abattement ne se justifie pas. Il faut savoir que cet impôt sur le revenu, il n'est pas payé par tous les retraités. Mais ce serait
juste contribution, surtout au moment où on demande des efforts, que les plus aisés des retraités, qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, pourraient peut-être se passer de ces 10% d'abattement. Il y a d'autres mesures que vous préconisez, évidemment. Il y a refiscaliser les heures supplémentaires, mais enfin ça, c'est la fin de Sarko, parce que c'est le dernier truc qui reste de ce qu'il a... C'est surtout la fin du pouvoir d'achat, ou en tout cas d'un meilleur pouvoir d'achat pour les ouvriers. Ouais. Alors moi, j'ai une idée. Il y a 2 millions de millionnaires en France. Si chacun acceptait de donner 10 000 euros, ça ferait 20 milliards. Et la France serait tranquille pendant au moins 2 ans. Quand vous êtes millionnaire, qu'est-ce que ça peut vous foutre de donner... Je ne me présenterai pas. N'insistez pas, je ne me présenterai pas. T'es con, tu passerais là. Je pourrais. Là, déjà, j'ai tout le monde. Là. On vient de faire une chose. Dans le plan dont on parle, on a dit, voilà, ceux qui gagnent plus de 250 000 euros par an, on va leur prendre 3 à 4% de leurs revenus de façon exceptionnelle. Pour justement dire, voilà, il y a un moment, les plus riches doivent participer à l'effort qui est demandé à tout le monde. C'est un peu le même principe que l'idée que vous venez d'évoquer. Ça ne rapportera jamais 20 milliards d'euros. Non, ça, en l'occurrence, ça va rapporter autour de 600 millions d'euros. C'est de mon idée, alors. Mais votre idée, ça veut dire, les personnes qui ont les millions d'euros en question dont vous parlez, ils l'ont souvent en patrimoine et pas sur le compte en banque. Ah bah non, mais attendez, ils se démerdent. Non, mais Je attendez. dis pas le contraire. Non, mais vous... Donc ça veut dire que celui qui a Madame la veuve de l'île de Ré, elle paiera. Ça veut dire que tout... Elle a qu'à vendre dit la veuve de l'île de Ré. Elle a beaucoup servi en 2007. J'en doute pas un seul instant. Mais que tous ceux qui ont effectivement un appart à Paris qui fait 4 ou 5 pièces, ils paieront. Ouais. Faut juste le savoir. Ouais. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée, non? C'est pas une mauvaise idée. Et le mec, attends, c'est pas n'importe qui, hein? C'est pas une mauvaise idée. Merci, monsieur. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que, en général, les gens qui ont 1 million, par exemple, de patrimoine, c'est pas seulement un appartement, si vous voulez. En général, ils ont des actifs, etc. C'est-à-dire qu'ils ont des valeurs qui sont un peu liquides, dont on peut se séparer rapidement sans bouleverser sa vie. Bon. On ne parle pas d'immobilier, là. On parle d'actions, d'obligations, de portefeuille, etc. Donc, ça ne me paraît pas une mauvaise idée de se prendre. Ah non, mais attendez, un big up, là, non. À mon tour. Je vais me lancer dans la politique, moi. À mon tour de vous interroger, puisque si vous maintenant le candidat, si j'ai bien compris. Oui, je suis candidat. Cette mesure-là, vous la faites tous les ans ou vous la faites une fois? Non, je la fais tant qu'on n'a pas... Voilà, tant que ça va pas bien. Bettencourt, il lui reste un peu Est-ce que vous, Chantal, vous êtes millionnaire, 10 000 euros, vous les donnez? Oui, 10 000 euros, oui. Alors, oui. Ça y est, une. Mais je suis pas millionnaire. Mais 10 000 euros. Vous Ouais, donnez 10 000 oui, euros oui, oui. pour la France. Pour la France. s'il vous plaît, madame. Moi, c'est pas 10 000. Ah. Donne des 1000. Sérieux, je trouve que c'est disproportionné. Mais non, et que là faut les encore, prendre. mais chacun son point de vue. Pourquoi disproportionné? Tout simplement parce que je vous rappelle que ces millionnaires-là en question, ils payent déjà l'ISF, qu'on vient de leur rajouter les 4% d'impôts dont je parle, qui payent également l'impôt sur le revenu, etc. etc. Donc il y a un moment, on peut aussi tout leur prendre, je suis pas sûr que ce sera l'idée du siècle. Alors, quand on parle de rigueur de droite et de rigueur de gauche, quelle est la différence pour vous? Mais regardons un peu le passé, 5 minutes. Est-ce que vous savez combien ont coûté les baisses d'impôts depuis l'an 2000? 400 milliards d'euros. C'est 20 points de PIB. C'est 20 points de la richesse nationale produite par an. Bon, on aimerait bien les avoir. La question, c'est que la gestion macroéconomique, la gestion budgétaire du pays a été dominée par l'idée que moins d'impôts, c'était formidable, c'était bien. Et aujourd'hui, on les cherche et on ne les trouve pas, ces impôts. On peut prendre un autre exemple. Depuis 1990, c'est pas si vieux que ça, on a créé 1 million de postes de fonctionnaires dans ce pays. J'ai pas le sentiment qu'en 89, juste avant, on était sous-administré. 1 million de postes de fonctionnaires, fois 40 000 euros par an. Ben faites le calcul. 40 milliards d'euros par an. Si j'ai bien compris, la rigueur de droite, c'est de supprimer des fonctionnaires, et la rigueur de gauche, c'est d'augmenter les impôts. Oui, c'est un peu ça. Là, on est quand même au bord du gouffre, hein, je veux dire, il faut dire la vérité, non? On a forcément devant nous 6 mois, objectivement encore, très, très, très complexes. Et on n'est pas encore totalement sorti des risques. Chantal, elle est contente parce que quand on dit on va tous se retrouver en slip, elle se dit que ça peut être des culottes Chantal Thomas. Moi, je pense qu'il faudrait que les Français aillent se changer les idées au théâtre. Ah oui. Tu vois, par exemple, au Palais Royal, il y a une pièce formidable. Ça leur redonnerait la patate. Bien, Thierry, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Chantal Thomas.
Benoît apparu, Laurent Baffy. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Frédéric Matouis. Bonsoir. Bonsoir. Alors en France, en 2011, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son compagnon. Ça fait 3 par semaine. Et ce, malgré les différents dispositifs de sensibilisation, année après année, ce chiffre reste stable. Frédéric, pendant 10 ans, vous avez battu Sabrina, votre compagne, et vous avez même failli la tuer avec un couteau de cuisine. Alors aujourd'hui, après un passage par les tribunaux et 2 ans de thérapie, vous tentez d'expliquer cette descente aux enfers dans un livre intitulé « Il y avait un monstre en moi », publié chez Michalon. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir. Bonsoir. À vous, Stéphane, pour Guillon 2012. D'après la presse italienne, au G20 de Cannes, Nicolas Sarkozy aurait occupé la suite présidentielle du Majestic. Coût pour le contribuable, 74 000 € les 2 nuits. Dans cette période de crise très dure, le président a tenu à s'expliquer. C'est vrai que la situation est très difficile. Il faut que chacun fasse des efforts, se serre la ceinture. Moi-même, au Majestic de Cannes, au petit-déj, j'ai pris qu'un café. J'ai pas pris la formule continentale. Puis j'ai fait attention aux serviettes, c'est un geste pour la planète. Je peux vous dire une chose, Thierry Ardisson, c'est que le Premier ministre grec, Papandréou, était logé au Pierre et Vacances. Avec la douche qui fuit, le jus d'orange en poudre et le bruit de la chasse d'eau quand le client du dessus se soulage. Il n'y a aucune raison que les Français qui se saignent, qui souffrent, payent un palace 5 étoiles à un tricheur de grec, feignant et bouffeur de feta. Cette semaine, un astéroïde gros comme un pétrolier a frôlé la Terre. La Grèce. Si le prochain pouvait tomber sur la Grèce, ça nous arrangerait. Lors de sa visite à Casablanca, Nadine Morano a été qualifiée de porte-bonheur par ses hôtes marocains. C'est vrai, c'est un porte-bonheur. Qu'ils la gardent, on leur laisse cadeau. En revanche, on ne la reprend pas, Nadine. Hein. Donner, c'est donner. Hein. Nicolas Sarkozy a traité Benyamin Netanyahou de menteur. Netanyahou, ça lui a fait hyper mal. Nicolas Sarkozy nous a promis une république irréprochable, la hausse du pouvoir d'achat, la maîtrise de nos finances publiques, la parité gouvernementale. Quand un mec comme ça te traite de menteur, ça fait hyper mal. Sarko qui te traite de menteur, c'est comme DSK qui te traite d'obsédé sexuel, Dati de fashion victime, Fillon de dépressif, Morano de poissonnière, Frédéric Lefebvre de décérébré. Ça fait hyper mal. Suite à l'annonce du départ de Berlusconi, les marchés financiers italiens chutent. C'est un geste de solidarité, presque un hommage. Les bourses de Silvio quittent le pouvoir. Celle de l'Italie s'affaisse. En Moselle, un fœtus a été découvert dans un étang. Je rappelle que les bébés nageurs, c'est à partir du 4e mois. Le fœtus est trop petit, il coule. Le magazine de Jean-Luc Delarue, Réunion de famille, pourrait s'arrêter. Si la décision se confirme, Jean-Luc se dit prêt à sillonner les routes de France en caravane, faire de la prévention, inciter les jeunes à ne pas présenter des émissions larmoyantes et racoleuses. Sébastien Coé, Philippe Risoli, Jacques Pradel. Rappelons que chaque année, la merde à la télé fait des dizaines de victimes.
Cette semaine, toute la presse de droite comme de gauche rend hommage au combat de Bernard-Henri Lévy qui a libéré la Libye à lui tout seul. Bernard qui a su rendre cette guerre élégante et belle, toujours le souci du détail, de l'accessoire. Sur cette photo prise dans un champ de ruines, le philosophe porte un costume Dior, bleu nuit, chemise blanche de chez Charvet et Chancret, très simple. Et puis pour les photos de guerre plus dures sur la ligne de front, Bernard a opté pour des couleurs plus automnales, avec un ensemble Cerruti automne-hiver 2011 qui se font merveilleusement avec la poussière des obus et la violence de la mitraille. Bernard, pour son action en Libye, pourrait décrocher le prix Vogue Homme de l'année, prix remis à l'Hôtel Coste, sa base arrière durant tout le conflit. Arnaud Montebourg n'aime pas les vieux. L'ancien candidat aux primaires a demandé qu'on limite l'âge de nos députés. Il s'en explique. J'ai souhaité que tous les impétrants siégeant à l'Assemblée nationale ne dépassent pas 67 ans. Je l'ai souhaité. Car j'estime qu'au-delà de cet âge canonique, les facultés cognitives de nos élus ne sont plus à leur zénith, à leur pinacle. Les vieillards, les barbons et les galants doivent laisser la place aux cadets, aux juniors et aux godeluraux. Après 14 heures, le vieux député s'endort, régurgite et s'oublie parfois dans son frac, son falzan. Nous ne sommes pas là, Thierry Ardisson, pour prodiguer des soins palliatifs, changer des couches et compter ceux qui ont encore leur prostate. Le Palais Bourbon, Thierry Ardisson, n'est pas un mouroir. À la semaine prochaine et merci beaucoup. Voilà, c'était Stéphane Guillon que vous retrouverez ici la semaine prochaine et d'ici là sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Frédéric Matouis, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 25 novembre 1967, fils unique d'un jeune couple de 18 ans. Père d'origine polonaise, ajusteur pour la SNECMA à Gennevilliers, mère travaille au ministère de l'Intérieur. Très tôt, la fréquentation de l'école est un problème pour vous, alors que les autres élèves s'émerveillent d'apprendre, vous semblez muré dans votre silence. Vous dites « tout restait coincé dans ma gorge ». J'étais dans ma bulle et rien ne sortait. Ouais. Je n'arrivais pas déjà à verbaliser. Heureusement, l'aide d'un pédopsychiatre vous permet de surmonter ces troubles du comportement et de reprendre votre scolarité. Ouais. Vous vous mettez au foot, et ça vous plaît. C'est-à-dire vous exprimez vraiment avec le foot. Là, je retrouve une parole, non pas par le langage, mais par le corps, par les gestes, par la dépense physique. Là, c'est libératoire pour moi. Malheureusement, une inflammation du tendon rotulien vous interdit de poursuivre le football. Oui. Et vous dites « mes angoisses rejaillirent et se transformèrent en colère contre tout le monde ». Surtout mon milieu familial. Ouais. Et donc là, je retombe dans un enfermement, dans quelque chose de déraisonnable qui se traduira encore plus par la suite. C'est pour ça qu'à 21 ans, vous êtes exempté du service militaire. Oui, sans jouer le fou, sans faire le fou, en restant soi-même, de demi-journée, et il décèle chez moi quelque chose. Ouais. Et un jour, nous sommes en janvier 1994, vous êtes au volant de votre Super 5, bloqué dans les bouchons du côté de Pigalle, vous apercevez une jolie jeune femme qui marche seule, le regard un petit peu perdu. Vous l'accostez, elle accepte de boire un verre avec vous. Je la vois, c'est comme un flash. Et je me dis, vas-y Fred, ose, t'ouvres ta fenêtre. Et je l'invite poliment à monter dans ma voiture et puis aller boire un verre. Alors à l'époque, vous avez 25 ans, vous vivez chez votre mère à Bobigny, Seine-Saint-Denis. Vous travaillez comme agent de sécurité à la préfecture de Bobigny. Tout à fait, oui. Elle s'appelle Sabrina. Elle a 18 ans, en fait, vous apprendrez un petit peu plus tard qu'elle est plus jeune que ça. Et vous découvrez
que c'est une accidentée de la vie, en fait. Elle a des relations houleuses avec sa mère et ses sœurs. Oui. Elle fait des fugues. Elle a affaire aux services sociaux. Oui. Elle vit dans un foyer sous la tutelle d'une éducatrice. Malgré cela, je lui trouve des sourires, du charme, et j'ai envie de l'aider. J'ai pas en même temps, je suis seul, en tombant sous son charme. Alors la relation devient vite passionnelle. Vous devenez inséparables. Mais au bout de quelques semaines, sur un coup de tête, Sabrina abandonne sa formation de coiffeuse et vous apprenez qu'elle est serveuse dans un bar. Alors un bar de nuit au fond d'une rue sombre, un bar bourré de mecs avec une ambiance assez malsaine. Et vous la rejoignez et cette nuit-là, la violence sera verbale, dites-vous, mais le processus est enclenché. Et là, on va commencer à aller vers une forme de violence, on va dire psychologique, qui va aller crescendo pour aboutir à une forme de violence physique. Alors, le problème, c'est que Sabrina n'offre pas de véritable résistance, elle s'excuse sans cesse, alors vous gueulez de plus en plus fort, évidemment, parce que vous ne sentez rien en face de vous, jusqu'au jour où vous la battez. Elle m'annonce comme ça, froidement, Frédéric, on arrête. Bon, déjà, j'avais senti que, pour moi, je m'étais beaucoup investi. Il n'était pas question de rompre aussi rapidement. Je trouvais ça stupide. Et là, ça réenclenche chez moi quelque chose de frustrant. Une colère me monte. Ça va se traduire en gifles. Voilà. Vous lui mettez une gifle, 2 gifles, 3 gifles. Vous dites, ma vue se brouille. Je lâche ce que j'ai dans le ventre. Je me vide. Je perds la raison. Ensuite, vous mettez à pleurer. Vous vous excusez et vous lui promettez que ça ne se reproduira plus jamais. Oui, je prends conscience de mon acte, de mon attitude. Je prends conscience que je viens de lui faire très mal. Elle ne mérite pas ça. Et là, là, je suis minable. Je quitte jusqu'à en pleurer. Et là, vous faites l'amour. Vous faites tout le temps l'amour à chaque fois que vous vous disputez comme ça. Très souvent. Très souvent, oui. Parce que je tente de me rattraper par de la douceur, des mots doux, un câlin. 2 mois après, elle vous appelle d'une discothèque, vous entendez des rires, de la musique, et là, vous explosez. Elle voulait juste vous dire qu'elle passait une bonne soirée, en fait. Tout à fait. Tout de suite, c'était le sentiment de jalousie. Elle se fout de ma gueule. Elle me cherche. Le lendemain, vous lui proposez une escapade hors de Paris, en voiture. Et là, dans la voiture, vous lui écrasez une cigarette allumée sur la cuisse. Pour moi, il est question, par cette escapade, de lui faire payer ce coup de téléphone. J'ose, je me permets déjà de lui faire mal comme ça. Ensuite, vous quittez l'autoroute. Vous éloignez un petit peu sur une petite route départementale et là, vous la bastonnez. Vous dites, le monstre n'est plus simplement en moi, je suis le monstre. Je suis devenu monstre à ce moment-là. Et le pire, c'est que cette fois-ci, quand vous reprenez vos esprits, vous ne pleurez pas. Je ne pleure plus. Ça se banalise, quoi. Complètement. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, elle s'excuse. Elle regrette de vous avoir appelé depuis la discothèque. Et puis vous faites l'amour à chaque fois. Donc en fait, vous avez l'impression qu'elle vous autorise. En ne montrant pas d'opposition, en me menaçant, je sais pas, par exemple, d'aller à la police, te dénoncer, rends-toi compte ce que tu m'as fait. On n'est même pas dans ce cadre-là. Alors au fil de la relation, vous découvrez qu'elle a souffert, en fait, étant enfant. Son père était épouvantable, il l'attachait avec sa sœur à un radiateur et il la battait jusqu'au sang. Et moi, je lui faisais subir aussi dans notre relation. Le 20 février 1997, Sabrina accouche de votre fille Cynthia. 6 mois après sa naissance, elle est à nouveau enceinte. Alors à cette époque, vous la battez plus, mais les coups ont laissé place aux mots, des mots encore plus durs. Évidemment, elle a pris du poids parce qu'elle est enceinte, vous la traitez de grosse vache. Donc là, c'est vraiment une violence verbale qui est aussi terrible que la violence physique, pratiquement. Par mes mots durs, je la rends minable.
Vous l'humiliez, vous la détruisez. Voilà, complètement. Et puis un jour, pour une histoire de factures impayées, en fait, les factures, elle n'ose pas vous les montrer parce qu'elle a peur que ça vous énerve. La violence revient, et là, vous avez une cage à lapin, vous prenez les excréments de lapin, vous lui tenez la tête par terre et vous lui faites manger des excréments de lapin. L'idée, c'est de lui faire bouffer de la merde. Ouais. Voilà. Alors, évidemment, vous avez honte devant vos filles, vous dites « j'ai sali leur innocence ». Elles assistent à certaines situations. Si elles ne le voient pas, elles l'entendent, Ouais. elles le ressentent forcément. Alors, ça va durer 10 ans, cette histoire. Vous dites « il m'arrivait même de me préparer à être violent. Je rentrais plus vite pour en découdre. Comme un toxico en manque, la violence est une drogue. » On en devient tellement dépendant que c'est une substance qu'on réclame. Ouais. Alors, Sabrina tente de se suicider, vous la rattrapez in extremis. Elle va à la police, mais à la police, apparemment, ça les choque pas beaucoup puisqu'ils n'interviennent pas. Et le pire de tout, je trouve, c'est qu'entre les coups, l'illusion est parfaite. C'est-à-dire, vous bossez tous les deux, vous allez au resto, vous êtes en vacances en Corse. Vous dites, on n'est pas un mari violent à plein temps. Non, pas du tout. La scène finale du drame, ce sera le jour où Sabrina découvre un message d'une autre femme sur votre boîte vocale. Là, la violence éclate à nouveau. Cette fois, c'est dans la cuisine. Vous prenez un couteau, vous essayez de frapper dans le ventre, et au dernier moment, in extremis, vous retenez un petit peu votre geste. Là, on est à bout parce qu'on a quasiment 10 ans d'existence comme ça, de manière chronique, dans un tel climat. J'ai une envie folle d'en terminer. Et j'ai tellement cette envie, j'ai l'idée de la planter, d'en finir. Et puis, il y a cette petite étincelle qui fait que la lame dévie sur son coude. Le lendemain, Sabrina porte plainte. Alors, vous écopez de 3 mois avec sursis. C'est pas lourd, quand même. C'est pas très lourd. Non, c'est pas très lourd. Franchement. Alors, vous serez sauvé en participant à un groupe de parole au premier étage d'un pavillon de banlieue à la Garenne-Colombe. Pendant 2 ans, vous allez là-bas, vous racontez votre histoire et finalement, vous trouvez d'autres gens parce que c'est toujours les mêmes paroles. Les mecs disent toujours « elle me provoque, elle aime ça, elle le cherche ». C'est récurrent, ça. Mais au fil de la thérapie, on va changer de discours. Grâce à des spécialistes, ils vont nous aider à décortiquer tout ce mécanisme, justement, pour pouvoir identifier, comprendre, intégrer, et puis ensuite se contrôler et mieux gérer. Alors aujourd'hui, vous êtes guéri. Oui. Vous avez récupéré vos filles. Oui. Ce qui est bien la preuve que vous êtes guéri. Vos filles sont au collège. Oui. Et le dimanche, vous rendez tous les 3 visite à Sabrina. Aujourd'hui, donc, vous voyez Sabrina, vous n'êtes plus ensemble. Non. Quand vous avez des relations avec d'autres femmes, est-ce que vous avez encore ces pulsions de violence? J'ai plus ces pulsions de violence, mais il suffirait que je rencontre quelqu'un ou quelque chose m'agace chez elle, je le ressentirais, je gérerais, je saurais comment faire. Alors, vous donnez un grand conseil dans votre bouquin qu'il faut dire à toutes les femmes qui nous regardent, c'est qu'en fait, il faut réagir dès le premier coup. Oui, tout à fait, parce qu'après le premier coup, il y en aura un deuxième, forcément, il y en aura un troisième et un quatrième. Même une parole dure, humiliante, c'est peut-être déjà le début de l'engrenage. Il faut très vite anticiper. Chantal? Écoutez, moi je trouve ça épouvantable. Et j'ai toujours pensé qu'au moindre geste, je partirais. Je veux dire, j'aurais jamais supporté qu'un homme me frappe. Et j'ai du mal à comprendre que les femmes acceptent. Que les femmes puissent accepter, même ne serait-ce qu'une première fois. Je pense qu'en fait, ça arrive dans tous les milieux aussi. Et c'est vrai que c'est incroyable. Benoît? C'est effectivement épouvantable. Et en même temps, c'est très courageux d'avoir fait cette thérapie et de vouloir ensuite témoigner, entre guillemets, pour que ça n'arrive plus. Laurent? Moi, c'est un problème que malheureusement j'ai bien connu, et surtout ma mère, qui a vraiment failli y passer plusieurs fois. Et quand on dit, quand on se planque derrière la maladie, moi j'ai bien connu le monstre de très près.
Et le monstre, il fait un peu attention aussi à sa vie sociale. Quand vous disiez que vous aviez une vie sociale, le monstre, il organise aussi son défouloir, tabasser sa femme, et devant les gens, il a quand même une maîtrise de soi. Donc, il est calculateur. Il est très calculateur, très vicelard, très roublard, et pas aussi excusable. Et j'ai l'impression que les structures n'ont pas tellement évolué depuis 30 ou 40 ans. Et quand une femme va la tête en sang ou va porter plainte, il faut une voie de fait, il faut que ce soit avéré. Et très souvent, il faut qu'il y ait une mort, un décès pour que les choses soient mises en marche, quoi. Frédéric, rien n'excuse ce que vous avez fait, mais je trouve ça très courageux de témoigner et de dire donc à toutes les femmes que c'est au premier coup qu'il faut partir. Voilà. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Chantal Thomas pour mon carnet d'adresses aux éditions du Chêne, Benoît Baru, secrétaire d'État au logement, Laurent Baffy, les bonobos au Palais Royal et sur Rire et Chanson tous les dimanches à 11h. Thierry Pêche d'Alternative économique et Frédéric Matouis pour Il y avait un monstre en moi chez Michalon. Et puis, je vous signale l'apparition de l'agenda 2012, merci pour elle, avec 12 recettes de grands chefs à découvrir. Ça coûte 9 € et les bénéfices seront reversés en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Rendez-vous ici, samedi prochain, à la même heure. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec le top des vannes, l'édito de Laco et l'édito des Gréments. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.